Salut à tous mes petits koaïs et bienvenue dans cette deuxième classe. Cette fois, on commence les choses sérieuses puisqu'on va étudier notre premier manga, Love Hina. Love Hina est un manga publié pour la première fois en octobre 98. Comme c'est souvent le cas, les chapitres sortaient dans un magazine nommé le Weekly Shonen Magazine toutes les semaines, avant d'être compilés dans 14 tomes en 2001. Et avant de vous dire si c'est un shonen ou un shoujo, j'aimerais revenir sur ce que j'avais dit lors de l'épisode 0. Love Hina a donc été prépublié dans un magazine ayant pour cible les garçons. Ça en fait donc un shonen. Pourtant, pour ce qui est du style, on est très proche des shoujo puisqu'on va avoir beaucoup de romances et d'histoires d'amitié. Une fois encore, shoujo, shonen ou seinen, ce n'est pas un genre, c'est plus une cible. Dans l'épisode 0, j'ai un peu généralisé en vous donnant le ton le plus courant de ce type de manga, mais ça n'a rien d'absolu. On se rattrape comme on peut, professeur. Avant de vous parler de l'œuvre en elle-même, il me semble judicieux que je vous parle brièvement de son auteur, Ken Akamatsu, qui est scénariste donc et dessinateur. Akamatsu était à la base intéressé par le cinéma et voulait devenir réalisateur. Pour ce faire, il envisage des études à la plus prestigieuse des universités du Japon, Tokyo Daigaku, aussi appelée Todai. Seulement voilà, le concours d'entrée à cette université est très dur. Si dur que Ken Akamatsu le rate 2 fois d'affilée, ce qui lui vaudra une remise en question et lui ouvrira un nouveau chemin, celui des mangas. Il commence vraiment sa carrière avec Ai Non-Stop, puis enchaîne avec son plus gros succès, Love Hina. T'as oublié de dire qu'il dessinait des hentai. Alors, non. Je ne sais plus où j'ai lu ça, mais je l'ai longtemps cru. Pourtant, en commençant cette chronique, j'ai fait pas mal de recherches à ce sujet, et en fait... Des recherches sur les hentai, Kokinu. J'ai fait pas mal de recherches sur la bio d'Akamatsu, et je n'ai rien trouvé de tel. Donc non, c'est une légende qui vient de je ne sais où. Bref, en gardant son parcours en tête, on va commencer à parler du manga. Tout commence donc avec Keitaro Urashima, le personnage central. Il nous est présenté de manière assez simple et peut-être un peu cliché. En effet, Keitaro est un loser. Il n'a aucun succès avec les femmes, s'accroche au souvenir d'une promesse faite à un amour d'enfant dont il a oublié le nom et le visage, et surtout a déjà échoué 2 fois au concours d'entrée à Todai avant de se faire virer de chez lui. Hey, ça me rappelle quelque chose. Il trouve donc refuge chez sa grand-mère qui est censée gérer un hôtel dans la petite ville fictive de Hinata. Ne trouvant personne à son arrivée, exténué par son trajet, il décide de profiter du Rotenburo de l'hôtel. Qu'est-ce donc qu'un Rotenburo, professeur Sensei? C'est une source chaude à ciel ouvert. Bref. Une fois immergé, il se retrouve nez à nez avec une jeune fille qui le prend donc pour un pervers. Effrayé, Keitaro détale comme un lapin dans les couloirs et tombe coup sur 4 autres filles qui le voient donc en tenue d'Adam et le prennent pour un obsédé. N'oublie pas de dire qu'on voit pas mal de boobs. En effet, Ken Akamatsu aime bien dessiner les formes féminines, mais j'y reviendrai, petit assistant inutile et agaçant. Je vous en prie, professeur, je me trompe dans mon épisode d'explication. Je ne me suis pas trompé, j'ai juste simplement... Donc, une fois coincé par les 5 filles s'étant lancées à sa poursuite, Keitaro finit par s'expliquer. Il est appuyé par sa tante qui gère le café annexe au bâtiment. C'est alors qu'on comprend que l'hôtel Hinata n'en est plus un. Il a été réaménagé en pension pour jeunes filles. Et il a en face de lui ses 5 résidentes qui le détestent au plus haut point. La tendance s'inverse pourtant lorsqu'un quiproquo naît. Alors qu'il explique qu'il tente Todai pour la 3e fois, les pensionnaires comprennent qu'il y est déjà. Naît alors une sorte d'admiration pour lui, et malgré les efforts de notre héros pour expliquer qu'il n'est pas à Todai, les quiproquos s'enchaînent et il ne fait qu'asseoir son image de brillant étudiant. Les pensionnaires acceptent donc de le garder sous leur toit et Keitaro choisit de ne rien dire. D'autant plus qu'il noue une relation de maître à élève avec Naru, qui lui avoue être en train de se préparer elle aussi pour rentrer à Todai. Sauf que la vérité finit par éclater.
Sauf que la grand-mère de Keitaro, qui est dans un pays lointain, décide de lui céder la pension Hinata. Sauf que les filles le détestent. Et c'est ainsi qu'on va suivre le héros nouer des liens avec chaque personnage. Les pensionnaires se rendront alors compte que c'est un bon gars qui poursuit simplement son rêve. Je ne vous spoilerai pas le reste, mais même si le scénario global est assez convenu, plusieurs situations m'ont pas mal surpris. Chaque personnage est un cliché. Mais ce n'est pas un défaut dans ce cas, je m'explique. En dehors du côté loser du héros, on a la fille mignonne mais violente en la personne de Naru. La fille espiègle et coquine, c'est Kitsune. On a aussi la guerrière avec Motoko. Et l'étrangère bébête est incarnée par Su. Enfin, l'innocence stéréotypée de la parfaite ménagère est le rôle de Shinobu. C'est convenu, vu et revu encore et encore dans un bon millier de mangas. Sauf que ça marche. Retournement de situation de malade. Applaudissez. En général, quand un personnage est cliché, il devient plat. On anticipe ses actions et ses paroles, on est limite saoulé de le voir. Sauf que Ken Akamatsu est un auteur que j'adore pour une chose. Il sait gérer les interactions entre chacun de ses personnages de manière poussée. Keitaro découvrira chacune Allô ? Donc, qu'est-ce que je disais ? Je disais, Keitaro découvrira chacune de ses pensionnaires. Enfin, il me semble. Irrespect total. Prof de merde. Disons plutôt qu'il apprendra à connaître chacune des pensionnaires dans un chapitre ou plus qui leur seront dédiés. Et ce n'est pas tout. Naru a un passé commun avec Kitsune, Su et Motoko sont très liés, Shinobu admire Naru et Keitaro, Motoko chaperonne un peu tout le monde, Kitsune décoince un petit peu tout le monde, ça n'arrête pas. Au cours des 14 tomes, chacun des personnages va singulièrement évoluer. Et vraiment, Motoko, qui incarne le garçon manqué, se féminise excessivement et se découvrira une passion pour les études. Shinobu, qui est tout juste sorti de l'enfance au début de l'histoire, aura vécu son premier amour, perdra un peu de sa candeur et se surprendra même à faire des rêves un petit peu tendancieux avec Keitaro. Naru s'adoucira mais connaîtra ses premiers échecs scolaires et sentimentaux. Su gagnera en sérieux, un tout petit peu, léger. Ouais. Kitsune se transformera petit à petit en femme mature mais toujours un peu espiègle. Et même Mutsumi, qui arrivera plus tard dans l'histoire, qui incarne l'idiote intelligente, devient une manipulatrice de génie. Ou elle l'a toujours été. Et surtout Kanako. Ce personnage, je l'adore. Je ne vais pas trop vous en dire à son sujet si vous voulez découvrir le manga, mais sa psychologie est juste géniale. Elle incarne une certaine forme d'autorité, de discipline et de rigueur, mais en même temps fait preuve de beaucoup de compréhension et de bienveillance à sa façon. Elle est violente et douce à la fois, en bref, elle est bipolaire. J'aurais dit un genre d'oxymore vivant, mais c'est un peu ça. Et j'aime beaucoup ce genre de personnage un peu manichéen, bon et mauvais en même temps, un peu torturé. Et même des personnages plus secondaires du genre la tante de Keitaro qui gère le café d'à côté, son histoire sera développée et on comprendra mieux son côté vieille fille. Et moi, j'adore ça. J'adore sentir les personnages vivre les uns avec les autres, se heurter, se comprendre, se repousser. Ça me donne vraiment l'impression d'être avec eux et que toute l'histoire a une dimension sociale qui l'ancre presque dans le réel. Après, malheureusement, il y a quand même quelques personnages clichés et plats. Genre Shirai et Aitani, qui sont juste les potes de Keitaro. On les voit pas souvent, juste quand le scénario a besoin de donner un entourage extérieur au héros. Mais c'est tout. Mais bon, en même temps, il faut des personnages comme ça pour compléter les petits trous scénaristiques, c'est pas plus mal, on t'en veut pas, Ken. Le dessin n'est pas exceptionnel, mais Ken Akamatsu nous offre parfois de jolis panoramas ou scènes. Les personnages ne sont pas très détaillés et on est sur un trait plutôt épuré, mais c'est largement suffisant. Ce qui m'a marqué personnellement, c'est les vêtements des protagonistes qui changent souvent. On n'a pas juste un uniforme pour tel ou tel personnage. C'est un détail, mais ça m'a marqué suffisamment pour que je l'évoque. Entre le tome 1
Et le tome 14, il y a une évolution du trait qui devient plus assurée et les proportions au niveau du visage sont un peu mieux respectées. Enfin, c'est déjà très bien au tome 1. Comme c'est souvent le cas avec les mangas qui ont du succès, Love Hina a été adapté en animé de 25 épisodes, 2 films et 3 OAV nommés Love Hina Again. Le ton est beaucoup plus léger et soft. Il y a moins de boobs. Clairement. L'animé est calibré pour le plus grand nombre, donc a perdu son petit côté pervers qu'on aime tant. Et si vous vous cantonnez aux 25 épisodes de base, vous n'aurez pas la fin. Même si les OAV reprennent un peu mieux l'esprit du manga, je vous conseille vraiment de préférer ce dernier à l'anime, même si j'adore les génériques. Et le casting voix. Et en français, on a même le droit à Virginie Ledieu, la voix d'Athéna dans Les Chevaliers du Zodiaque. Et même Barbara Tissier, une des voix officielles de Cameron Diaz. C'est cool, non? Il y a aussi eu des jeux vidéo, 2 romans et plein de goodies. Vous verrez que j'ai souvent tendance à préférer les mangas aux animes car je trouve que l'histoire est souvent beaucoup plus détaillée. Les animes ont tendance à rusher l'histoire et moi j'adore les petits détails. Et puis souvent on ressent la patte du mangaka dans le manga, alors qu'en anime le trait a tendance à être plutôt épuré. Mais il y a des exceptions bien sûr. Si je vous ai présenté Love Hina en premier, c'est parce que ça a été mon tout premier manga, et je l'ai adoré. Si vous n'êtes pas réfractaire aux histoires simples, qui mettent parfois l'accent sur des tranches de vie entre différents caractères, alors vous ne pouvez pas passer à côté. D'autant plus que grâce à une action de Ken Akamatsu visant à donner un accès gratuit aux mangas qui ne sont plus édités, Love Hina est devenu gratuit. Gratuit ? Alors que j'ai dépensé 100 € pour la collection complète, à l'époque où c'était encore en cours de parution. C'est tellement pas juste. Bon, par contre, faut parler japonais. Donc, lisez-le. Que ce soit en les achetant d'occasion ou en demandant à un de vos potes qui est fan de manga de vous les prêter, il les a sûrement déjà. Lisez-les. Et les boobs, professeur? Et en plus, il y a des boobs.